On l'a vu hein, sur ce MOOC digital, le numérique a été toujours plus ou moins omniprésent, hein, avec ses questions sociales, citoyennes, le partage. Et puis, on ne peut pas ne pas évoquer ici, à la CNIL, cette réglementation, le RGPD, qu'on a vu émerger un petit peu difficilement, qu'on a vu émerger avec des pop-up qui nous demandaient de signer, où on ne savait pas trop bien. Et puis finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, je crois savoir jusque dans la Silicon Valley ou dans quantité de zones géographiques du monde, ben on regarde du côté de l'Europe, qui a réussi à faire ce règlement. Ça, c'est une belle réussite, non? Ah oui, tout à fait. Moi, je pense que le RGPD, le Règlement général de protection des données, même s'il a évidemment des faiblesses, on peut toujours faire mieux, bien sûr, mais il n'empêche que c'est une grande réussite et je dirais à plusieurs niveaux. C'est une réussite déjà parce que pour une fois, l'Europe a décidé de faire autrement, pas du tout dans un suivisme des États-Unis, d'affirmer son modèle, parce qu'à travers le RGPD, c'est une manière de penser la protection de la vie privée et donc derrière une forme de modèle de société, de l'affirmer indépendamment de ce qui se passe sur le reste de la planète. Et c'est une réussite aussi parce que de fait, aujourd'hui, nos données sont bien mieux protégées en Europe qu'aux États-Unis ou partout ailleurs dans le monde, il va sans dire. Donc, le règlement général, effectivement, vous l'avez dit, il a été adopté en 2016, il est rentré en vigueur en mai 2018, on arrive bientôt en mai 2022. On a bien vu que ça s'est fait doucement dans la mise en place, que les organisations privées et publiques ont, même encore aujourd'hui, certaines ont du mal à mettre en place le RGPD parce que c'est un règlement conséquent, copieux, abondant, compliqué. Et d'ailleurs, c'est une des tâches de la CNIL, c'est d'aider ce qu'on appelle les responsables de traitement, hein, c'est les aider à mettre en place le RGPD et à le décliner par rapport à leur secteur d'activité, dans leur spécificité. Mais ce RGPD, pour l'instant, il montre sa robustesse, il montre son efficacité. Et nous, je dis nous à la CNIL, puisque j'ai le plaisir de faire partie du Collège des commissaires, on essaye, à travers notre accompagnement et nos décisions, de lui donner toute sa plénitude, de lui permettre peut-être de consolider ce qui pouvait apparaître comme un peu des failles au départ. Hein. Je pense par exemple à la notion de consentement. La notion de consentement qui est au cœur du RGPD. Alors certains ont critiqué le RGPD pour cela en disant mais le consentement c'est une approche très individualiste de la protection de la vie privée, on est dans l'idéologie libérale de la vie privée parce qu'on met la charge, on met la responsabilité de protéger sa vie privée sur l'individu. Effectivement, le consentement, c'est chacun d'entre nous qui doit, en son âme et conscience, décider de partager ou de ne pas partager ses données. Nous, ce qui nous a importé à la CNIL et tout notre travail, ça a été de donner toute sa force au consentement, c'est-à-dire qu'il soit vraiment libre et éclairé. C'est les conditions qui sont inscrites dans le droit, mais ce n'est pas le tout de le dire. Après, concrètement, comment est-ce qu'on a un consentement libre et éclairé? Donc on travaille en permanence sur l'information des personnes, sur le design aussi, ça c'est un point très important, le design du consentement. Notamment, vous l'avez peut-être vu effectivement à travers les sites web et tout ce qui concerne les cookies. Les cookies, souvenez-vous, il y a quelques années, en gros, il suffisait de cliquer n'importe où sur la page et on avait consenti aux cookies. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et la CNIL, à travers des décisions successives qu'elle a pu prendre contre un certain nombre d'acteurs, GAFA ou pas que GAFA d'ailleurs, hein, contre un certain nombre d'acteurs sur la question de cookies, eh bien, elle donne sa plénitude au consentement en s'assurant que le parcours d'usage sur un site web, en l'occurrence, permette à l'utilisateur d'avoir conscience de ce qu'il va faire et de pouvoir choisir, c'est-à-dire de pouvoir consentir pas en bloc, mais pouvoir décliner en disant je consens à tel usage, mais pas à tel usage. Voilà, libre après à la personne de prendre le temps ou pas d'aller faire usage de son droit, de ses droits. Mais c'est vraiment notre mission, je dirais, une de nos missions premières, c'est de rendre ce droit vivant, applicable, compréhensible, mobilisable par le commun des citoyens, quoi. D'ailleurs, quand vous dites libre et éclairé,
on se sent assez libre de cliquer sur un bouton, sur un autre. Éclairer, c'est la vraie question, parce que souvent, ça on l'a vu même avant le RGPD, avec ces entreprises qui d'ailleurs n'ont pas leur siège en France ou en Europe, avec des termes de conditions qui font 5 pages, encore 6. Il y a un vrai travail à synthétiser aussi pour nous le rendre Oui, perceptible. alors justement, quand je parlais de design, déjà une des premières choses qui est imposée, c'est que ce qui concerne la protection des données ne peut plus être noyé dans ce qu'on appelle les CGU. C'est forcément aujourd'hui un document à part. Ok. C'est la première chose, c'est la règle de base. Quand c'est noyé dans les CGU, c'est sanctionnable dans les conditions générales d'usage. Mais au-delà du fait d'être à part, enfin de faire l'objet d'une information spécifique, une autre exigence, c'est que ce soit compréhensible par quelqu'un qui n'a pas fait 10 ans de droit. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous allez sur les interfaces de cookies, vous avez cette espèce de petit tableau qui se déplie où vous voyez des boutons poussés à droite à gauche et à chaque fois vous avez une ligne en face qui explique clairement à quoi vous consentez. Donc c'est plus, comme vous le mentionnez, un document de 10 pages écrit en corset et accessible du fin fond du web, quoi. Voilà. Mais voilà, on continue de travailler dans cette direction, on n'est pas au bout du chemin et c'est tout le travail de la CNIL, notamment une grosse activité de la CNIL qui n'est pas connue, parce qu'en fait, quand on entend parler de la CNIL, en général, c'est pour les sanctions. Quand il y a du bruit dans la presse, oui, c'est pour les sanctions qu'elle va infliger. La sanction, c'est qu'un tout petit bout de l'iceberg de l'action de la CNIL, je dirais, c'est la pointe émergée de l'iceberg. Mais il y a le travail d'accompagnement dont je parlais tout à l'heure, il y a aussi tout un travail de soft law, de droit souple, c'est-à-dire qu'on accompagne, on complète en quelque sorte le RGPD et la loi informatique et liberté, parce qu'il y a quand même 2 textes qui demeurent, qui s'articulent, RGPD et loi informatique et liberté. On le complète avec des règles, comment je peux le dire de façon simple, des règles qui n'ont pas la force juridique des 2 textes principaux, mais qui vont aider à décliner ces textes juridiques pour la spécificité d'un secteur. Donc on va avoir un texte de droit souple pour, je sais pas, l'automobile connectée, un autre pour le secteur du logement. Voilà. Et donc ça, c'est aussi un gros travail d'élaboration que fournit la CNIL pour aider les acteurs, pour qu'ils puissent très simplement décliner le RGPD et se sentir en sécurité. Parce que ce qui est important aussi, c'est que les responsables de traitement se sentent en sécurité juridique et qu'ils aient l'impression qu'une fois qu'ils ont respecté ce que la CNIL préconise, ils sachent qu'ils font bien, quoi, en quelque sorte, qu'ils sont en règle. Alors, fort de ce succès, je crois savoir qu'à la Commission européenne, il y a quelques lois qui sont en préparation, qui sont attendues, notamment, on peut l'imaginer, sur les grands sujets sociétaux que sont par exemple l'intelligence artificielle. Mais pas seulement, je crois qu'il y a plusieurs préparations. Alors, il y a beaucoup de règlements, alors on appelle ça des règlements ou des directives et pas des lois, oui, mais ça c'est un détail technique, avec une petite différence, qui est petite mais très très importante dans ses conséquences, c'est que les règlements sont d'application directe, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont été adoptés à l'échelle européenne, ils entrent en vigueur directement dans les États, alors que les directives appellent une transposition dans le droit de chacun des États. Et donc les directives sont en réalité, souvent ça traîne beaucoup. Avant le RGPD, il y avait déjà eu une première directive en 1995. La France l'avait transposée en droit national en 2004. Donc vous voyez c'est une manière de freiner quand un État n'a pas envie de se voir appliquer le droit. Donc les règlements aujourd'hui qui sont de plus en plus utilisés comme vecteur juridique et qui, moi, me paraissent souhaitables parce que c'est la seule manière d'avancer à un rythme qui est un rythme, on va dire, à peu près adapté au rythme de la technologie. C'est toujours difficile pour le droit de suivre le rythme de l'innovation technologique. Aujourd'hui, il y a effectivement toute une série de règlements qui sont dans les tuyaux, si vous me permettez l'expression. Donc, parmi les nombreux textes qui sont soit en cours d'élaboration, il y en a un qui vient d'être adopté pas plus tard qu'hier. Et c'est vraiment un événement qui s'appelle le Digital Market Act, DMA, qui va inventer, j'ai envie de dire, le droit post-droit de la concurrence en imposant un certain nombre d'obligations à ce qu'on appelle les contrôleurs d'accès, c'est-à-dire des acteurs numériques qui sont tellement en position de force, alors c'est pas forcément le terme de monopole, oligopole ne convient plus vraiment à la situation, c'est pour ça qu'on parle de contrôleurs d'accès, ils sont tellement dominants
que du coup, ils vont pouvoir imposer leurs règles à tout un écosystème d'acteurs autour d'eux. Et donc, on va pouvoir leur imposer des règles, par exemple en termes d'interopérabilité, des règles, y compris pas seulement par rapport au consommateur final, mais aussi des règles par rapport en B2B, ce qu'on appelle en B2B, par rapport à des clients entreprises auxquels ils pouvaient imposer des clauses un peu léonines, et avec un pouvoir renforcé de la Commission qui va pouvoir intervenir pour forcer ses contrôleurs d'accès à respecter les obligations en question, avec derrière des amendes à la clé qui peuvent être extrêmement élevées. Donc ça, c'est un des textes, j'en parle parce qu'il il a une actualité très forte, mais il y en a plusieurs autres qui sont en préparation. Il y a le DSA, le Digital Service Act, qui lui va plutôt s'occuper de régulation des contenus. On revient sur la question qu'on évoquait tout à l'heure autour des contenus haineux, etc. Donc là, il y a toute une réflexion, mais qui est très complexe, parce que qui dit régulation des contenus, il y a toujours le risque d'un glissement vers des formes de censure, vers des formes de limitation des libertés, donc c'est très, très subtil. Il y a aussi tout un acte, il y a le Data Governance Act, DGA, qui lui s'intéresse aux données comme son nom l'indique. Il y a un deuxième texte sur les données. Il y a 2 textes sur les données qui sont sur la condition de partage des données qui sont en discussion. Et puis effectivement, vous l'avez mentionné, un texte autour de l'intelligence artificielle qui vise à catégoriser les systèmes d'intelligence artificielle en fonction des risques potentiels qui peuvent y être associés, et à encadrer les systèmes d'intelligence artificielle les plus risqués. Voilà, donc ça, c'est un autre texte en préparation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que sur la lancée du RGPD, l'Europe ose, et là d'un point de vue plus géopolitique, l'Europe ose affirmer un modèle qui lui convient. Alors, on peut le voir de façon un peu négative, c'est-à-dire c'est une manière défensive de se protéger des GAFA qui dominent le monde, etc. Enfin, je dis les GAFA, mais aussi les Chinois. Il y a leurs alter-ego chinois, mais qui sont moins présents chez nous, bien qu'on ait TikTok qui est quand même très présent. Les BATX, qui sont très très importants, mais même s'ils sont moins présents que les États-Unis, ils sont quand même aussi structurants. Donc si on peut le voir comme quelque chose de protectionniste, c'est une approche très négative de ces textes. Moi, je le vois vraiment comme l'affirmation d'un autre modèle de réglementation et de régulation qui répond aussi à une certaine conception de notre modèle de société, dans lequel on essaye de ne pas emprisonner complètement le consommateur citoyen, mais de lui redonner des marges de manœuvre et une capacité d'action. Alors je suis peut-être une horrible optimiste, mais encore une fois, ces textes sont loin d'être parfaits, mais en tout cas celui qui vient d'être adopté, parce que les autres, c'est difficile de les juger, ils sont en cours de négociation. Pour le DMA, ce qui est intéressant, celui qui vient d'être adopté, ce qui est intéressant, c'est que le Parlement européen a réussi à le pousser dans une direction un peu plus ambitieuse. Bon, c'est toujours la même histoire, entre Conseil, Commission, Parlement. Il y a un triangle dans la construction de notre droit. Et pour moi, la vraie question aujourd'hui, c'est très bien qu'il y ait des réglementations qui soient pensées par ces institutions, mais dans quelle mesure les citoyens sont capables de mieux s'emparer de ces sujets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un peu une béance sur le militantisme autour du numérique. C'est-à-dire que les mouvements sociaux ou les mouvements citoyens, on en a quelques-uns. Je veux dire, en France, on a la Quadrature du Net, on a un petit peu la Ligue des droits de l'homme, on a quelques associations qui se sont emparées de ces questions-là. Mais à mon sens, c'est très insuffisant. Par exemple, je pense au monde syndical qui est muet sur ces questions, quasi muet. Enfin, de temps à autre, ils vont se mobiliser sur Uber et les chauffeurs, sur un petit bout de la problématique. Mais on a vraiment besoin, pour le coup, d'une montée en compétences et d'une montée en mobilisation des mouvements associatifs, des mouvements syndicaux, des partis politiques, etc., sur ces questions numériques. Et quand on voit ce qui se passe là dans la campagne, pour les présidentielles, la manière dont les différents candidats, encore une fois, tous bords politiques confondus, abordent ces questions-là,
Au tout début de notre échange, je disais qu'on avait un problème de manque d'imaginaire. Là, on est vraiment sur un manque d'imaginaire, quoi. Voilà, donc, on a besoin d'un renouveau citoyen sur ces questions numériques. Peut-être aussi parfois un manque d'experts aussi parfois. Oui, mais on devient expert. Vous avez par exemple, vous reprenez l'histoire des mouvements autour du sida. Je veux dire, regardez comment ACT UP a réussi à renverser la table, ACT UP puis d'autres derrière, mais à renverser la table sur les questions du sida qui étaient des questions éminemment techniques, de technicité médicale, technicité santé, mais où ils ont réussi à monter en compétences collectivement de manière à être en capacité de dialoguer avec le corps médical, avec les experts gouvernementaux, etc. Donc, voilà, ce qu'on a pu faire sur la santé, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas sur le numérique. Et je pense que ce qu'on a fait sur l'environnement aussi. Voilà, il y a une compétence citoyenne sur la santé, sur l'environnement, on ne l'a pas sur le numérique. Et c'est ça aujourd'hui qui, moi, me semble urgent de promouvoir.